On y investit entre 5 et 8 millions de dollars. C'est plus qu'on ne l'a jamais fait pour aucun film québécois. Et pourquoi donc? Pour nous rappeler le Québec des années 40, 50 et pour ceux de ma génération, pour nous rappeler les nostalgies du début de la télévision. Eh bien, voici à la télévision pour la première fois depuis fort longtemps La famille Plouffe, présentée cette fois par Daniel Pinard et Fleur Jeanneret. Cette année, je vous promets beaucoup d'histoires drôles, toujours humaines par exemple, beaucoup d'amour, un peu de sport, peut-être beaucoup, je ne sais pas encore, et de la tristesse. Et c'est sur ce, mesdames et messieurs, que je vous laisse pénétrer dans la cuisine de Madame Plouffe. Il est catholique, cet enfant-là. OK, qu'est-ce que t'as là, toi? Mon Dieu, mais t'as la face pleine de sang. T'es blessé? Ah non, c'est rien qu'une petite blessure, mais ça arrive des fois. OK, je vais aller me laver, puis ça paraîtra. Viens donc ici un peu, toi. T'appelles ça du sang. Traître, hypocrite. C'est du rouge à lèvres, puis du rouge à lèvres ta femme. Hein? Ce soir, scandale chez les Plouffe. Guillaume, le beau Guillaume, est rentré tard à la maison, le visage couvert de rouge à lèvres. Coqueluche des filles du quartier, notre joueur de hockey, a échappé à la vigilance de Napoléon, son frère aîné, son entraîneur. Rita Toulouse, femme chatte, sorte de Marilyn Monroe de quartier, a tendu son filet à la sortie de l'aréna. Beaucoup d'amour, beaucoup de sport, de la tristesse aussi. Ben, moi, je vous connais. Ovide, l'intellectuel de la famille, ce grand déraciné de la culture cultivée, avait rendez-vous avec Rita la traîtresse. Entre Ovide, qui rêve de la France et parle d'opéra, et Guillaume, le Nord-Américain inculte aux muscles bien tournés, Rita a choisi ce soir. Éternel triangle, celui du Canada français de Roger Lemelin, déchiré entre une idée de la France et l'Amérique, toujours envahissante. En particulier. Et puis je connais toutes les femmes en général aussi. C'est ça. Parle-y, Oui, sa mère. Écoute ta mère, là. Et Guillaume. Écoute Napoléon. Écoute-moi. Laisse-toi plus jamais embrasser par une fille, toi. Bon, je vais aller me coucher, moi, je comprends plus rien. On comprend ça, nous autres. Oui, puis ça suffit. Jean-Paul Fugère a réalisé les 3 premières années des Plouffe à la télévision. Les rôles étaient bien dessinés, c'était la société traditionnelle, les rituels étaient là, il fallait les respecter, c'est ça une société traditionnelle. Le père Plouffe était un ouvrier, un plombier, mais au fond très peu un ouvrier. Il était plutôt un artisan. La vie ouvrière n'était pas là. La vie qui était là, c'était la vie familiale, c'était la cuisine. Et les gens découvraient leur cuisine en voyant les Plouffe. Les gens découvraient qu'ils avaient une chaise berçante dans leur cuisine en voyant celle dans laquelle la mère Plouffe disait son chapelet. Les gens se passionnaient pour les Plouffe. On disait que pendant le carême, le mercredi soir, il n'y avait pas de retraite qui était prêchée dans les églises parce qu'il n'y avait personne qui allait à la retraite. Ah, vite! Ah, vite! Chante pas si fort, on s'entend plus parler. Tu disais, Cécile? Il y a de cela 25 ans, un quart de siècle. Comment faire comprendre à ceux qui sont nés en même temps que la télévision la petitesse de notre monde avant elle? La cuisine des Plouffe, elle était au cœur même du village global. On ne parlait pas de politique dans la cuisine des Plouffe, et pourtant, les Plouffe n'échappaient pas plus que nous à la Révolution tranquille. Nous avions au Québec 2 familles, la nôtre et celle des Plouffe. Après 7 ans de Plouffe à la télévision, Roger Lemelin répondait à l'appel des affaires. Encore une fois, la fortune lui sourit, comme dans un roman populaire. Homme d'affaires, millionnaire, éditeur du journal La Presse, Roger Lemelin est retourné à l'écriture. Avec Gilles Carle, le cinéaste, les Plouffe partent à la conquête du monde.
Partez! Roger Lemelin vient de retrouver son adolescence, car quand on écrit, on a toujours 20 ans. Exactement la rapidité qu'il faut, hein? Juste comme ça. C'est ici que vous chantiez des cantiques dans votre tendre enfance. En arrière, dans le jubé, mais je suis jamais venu dans le cœur ici, puis ça m'impressionne. C'était pour les gens riches du sacerdoce. Alors vous, qu'est-ce qu'on faisait? On vous reléguait derrière? Qu'est-ce que vous chantiez? Ben, c'est parce qu'on était plus près de la porte quand le sermon était ennuyant. Bon, ça dehors, quoi, fumer une cigare. OK, on est prêt à tourner, nous. On est prêt à tourner. Marie-Angèle? 163, Francis première. Partez! Je pensais jamais que le livre aurait une carrière semblable, quoique quand M. Bellil de Québec avait accepté de l'imprimer dans sa petite imprimerie, on avait entouré le livre d'une bande qui disait « Un livre qui fera le tour du monde ». Et tout le monde se moquait de moi. Et moi-même aussi, peut-être. Mais quand même, je pensais que c'était bon. Alors, il y a eu Les Ploufs, naturellement, à la télé, avec un succès qui était absolument fantastique et qui me dépassait, et qui a fait que le livre m'a comme échappé et a appartenu au public. C'était plus à moi, cette histoire-là. Et puis, les gens s'étaient tellement identifiés que c'était une propriété collective. Voici la maison des Ploufs, construite sur un terrain vacant de la Pointe-Saint-Charles à Montréal. Nous y avons retrouvé Gilles Carle dans la cuisine. Dans l'émission de Jean-Paul Fugère, ils sont éloignés beaucoup du roman. Ça n'a presque rien à voir. C'est comme prendre des personnages dans un roman et leur donner toutes sortes d'autres aventures, finalement. C'est un peu all in the family. C'est un peu rendu un peu cute. C'est un peu léger. Et la télévision commençait à ce moment-là et les gens avaient besoin d'un spectacle en famille. Et ça, mais nous, il n'y a pas de raison de faire ça. La raison de faire Les Ploufs, c'est au lieu de s'éloigner du roman, c'est retourner au livre et sortir de la cuisine. Sortir de la cuisine parce qu'on a les moyens du cinéma. Plus de 5 millions de dollars. C'est ce qu'il a fallu pour reconstituer toute une époque. Emprunté au Musée des communications de la Belle Téléphone, le tramway d'Onésime nous permet d'avancer 40 ans en arrière. Des centaines de figurants, pour la plupart des gens du quartier, sont venus ce matin vivre le rôle de leur père ou de leur mère, de leur grand-père ou de leur grand-mère. Pour être figurant au cinéma, il faut d'abord savoir attendre, malgré le froid. Non, on n'a pas le temps, les couvertures, on tourne. Venez ici, s'il vous plaît. Les dernières personnes à placer, on tourne. Alors, placez-vous ici. Debout. Voilà. Face à la parade. Sur le trottoir. Sur le trottoir. Non, madame. Ici, comme ça. Voilà. Comme ça. Et vous, comme ça. Le soleil s'en va, hein? Alors, on a-tu le temps ou on n'a pas le temps? OK, ben oui, c'est ça. Attention. En place, on tourne. Moteur. 90, première. Attention, action! N'agitez pas les drapeaux. Coupé. La une. Coupé. Qu'est-ce qu'elle donnait? C'est pas mal. Hein? Toutes lustrées, les voitures d'époque attendent leurs passagers de marque. Ils sont venus ici ce matin, quittant leur beau quartier, pour prendre place dans l'élégant cortège qui passera tantôt devant la maison des Ploufs. Je suis chauffeur de l'automobile qu'on voit ici, qui est une des véritables autos qui a participé à l'époque. À l'époque, vous y étiez, vous, à la parade? Oui, j'ai suivi la parade de ville en ville par intérêt et par amateur photographie. Vous avez pris des photos du roi de l'époque. Oui. Est-ce que vous trouvez que le roi de celui-ci ressemble à l'autre? Fabuleux, extraordinaire. Et le premier ministre aussi. Ah oui, vous avez trouvé des très bons acteurs. I couldn't believe it, but I looked like Mackenzie King.
They think I do. You do, yeah, indeed. Indeed. Does it give you a feeling of power? Yeah, I feel like Prime Minister for a day. Ils ont dit que j'ai visage comme George roi VI, d'Angleterre. oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes pas roi d'Angleterre? Pardon? When you're not the King of England, what do you do? Je travaille à la bourse. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas la reine d'Angleterre? Je fais pour le permanent. Le permanent. The what? Le permanent Trust Company. Ah, you work for the permanent. Qu'est-ce que c'est la haute bourgeoisie? C'est ça. The English lady. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez assister à la parade dans les voitures? C'est ça, nous faisons partie du cortège, la reine. C'est ça. On représente réellement les dames féminines. Les ladies du temps. Est-ce qu'il y a Mme Lapointe là-dedans? Ou... C'est Madame Lapointe. Gentille, madame. Quand vous n'êtes pas Mme Lapointe, vous êtes Mme... Madame Arquette. Action! La scène se passe au printemps de 1939, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Le roi George VI et la reine d'Angleterre sont venus à Québec rencontrer leurs loyaux et fidèles sujets. Mackenzie King et ses ministres canadiens-français accompagnent le couple royal. Bravant les autorités ecclésiastiques, Théophile Plouffe, le père, a refusé de pavoiser sa maison. Devant chez lui, le cortège passe. Guillaume Plouffe, son fils, lanceur au baseball, a visé juste. Personnage clé dans le roman de Roger Lemelin, Denis Boucher était absent de la série télévisée. Journaliste, ami de la famille Plouffe, il prend ici la défense de Théophile qu'on vient de congédier. Votre congédiement, monsieur Plouffe, est un congédiement politique. Monsieur Théophile Plouffe a commis la très grave erreur aux yeux de nos autorités ecclésiastiques de ne pas salir sa maison de décoration en l'honneur du roi d'Angleterre. Socialiste, libre penseur, Denis Boucher est pourtant journaliste à l'Action chrétienne, un journal catholique et conservateur. Personnage ambigu, déchiré entre l'amour du peuple et sa soif du grand monde, fidèle à la France mais passionné d'Amérique, il hésite. Écrivain, il rêve de donner la parole aux petites gens, mais journaliste, il voudrait les quitter, partir à la conquête du monde. Il y a des gens qui m'ont accusé de me servir de ce personnage-là pour me lancer un petit peu en avant. Je dois dire qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais ça ne concerne pas seulement une personne. Ça représente un type de personnes qui ont voulu s'évader du milieu, créer des choses, se dépasser, voir plus loin que. C'est vrai, monsieur la France. Je suis jeune, mal payé, mais pas naïf. Pas naïf du tout. Je sais que la guerre arrive. Et je sais aussi pourquoi le roi est venu. Parce qu'est-ce que c'est que les Plouffe, finalement? C'est l'histoire d'une haute trahison. Bon, je dis haute trahison parce que c'est le haut clergé, le haut pouvoir qui trahissent constamment de petites gens qui s'appellent les Plouffe. On m'a critiqué à Québec, surtout le clergé, mon livre, le haut clergé surtout. Mon livre était défendu dans les librairies, il était presque à l'index. Parce que vous parliez de l'Église avec une certaine C'est ça, et que ironie. je parlais justement de l'opposition entre le haut clergé et le bas clergé. J'ai eu le haut clergé contre moi et le bas clergé contre moi aussi, dont l'abbé Gravel et l'abbé Laverne de la paroisse Notre-Dame de Grâce. On m'a accusé, cette opposition-là? on m'a accusé de déchristianiser le Québec, de vider les églises, de moquer de ce qui était beau. Alors, 35 ans après, au moment où vraiment ça n'existe à peu près plus, que tout s'est laïcisé, c'est encore le livre et celui qu'on a accusé de déchristianiser qui est encore capable
par l'imagination, par l'œuvre d'art, de rassembler toute une ville dans une procession, de forcer les gens à mettre des bannières et de construire un reposoir que tout le monde regarde avec joie et respect. Vous êtes un missionnaire. Mais je ne savais pas. Mais oublions ça, mais c'est quand même extraordinaire de voir ça. Puis je trouve ça émouvant en même temps. Nous sommes au pied de la pente douce dans le sous-sol de l'église du Saint-Sacrement, en plein cœur du Vieux-Québec. On se prépare à la procession. Les figurants, ils sont plus d'1 millier. Ce sont pour la plupart des gens du quartier. Ils sont venus, curieux, et aussi pour le plaisir de se déguiser pour répondre à l'appel de leur mémoire. On est venu par fidélité. On rajeunit ce soir pour mieux savoir qu'on a vieilli. Cette piété-là, vous savez, elle faisait vivre, hein. Elle aidait à vivre. Et puis, un certain nombre l'ont perdu, et peut-être bien que ça leur manque aussi. C'est bien possible, bien possible. Mais je crois que, vous avez vu tout à l'heure, là, je crois qu'il aurait suffi de dire, pourquoi les gars, on fait pas ça pour vrai, la procession? Pourquoi? C'est pas rien qu'un film, c'est pour vrai qu'on monte, là, avec le Sacré-Cœur. Je pense que, oui, il aurait eu, Dieu de la clémence, ô Dieu sauveur, sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la Jamais le petit peuple du Québec n'aurait accepté d'aller là-bas, de l'autre côté des mers, mourir pour l'Angleterre. Mais pour la France, on ne gagne pas la guerre avec des prières. Des litanies contradictoires. Un petit peuple, encore une fois, déchiré. Sauvez la France. Nous n'irons pas pour l'Angleterre. La scène se passe au mois de mai, en 1940. On a laissé, pour la première fois cette année, le petit peuple en procession monter de la basse jusqu'à la haute ville. Enfin, le cardinal Villeneuve prend la parole. Le prince de l'Église réussira ce que le roi, 1 an plus tôt, n'avait pas réussi. Parmi la foule, les Plouffe attendent le verdict. Guillaume Plouffe partira à la guerre. L'Église ne bénit pas la guerre, mais elle bénit le glaive de ceux qui savent l'employer au bien. Nos alliés, par les traités, par la langue et le sang, et par la solidarité politique, ont le droit de compter sur nos vœux, sur nos prières, et même sur nos sacrifices, pour assurer leur victoire. Et quand vous dites que c'est un film sur la trahison du petit peuple par l'élite, est-ce que vous parlez de la même trahison que celle dont parle Roger Lemelin? Oui, on parle de celle qui est là dans le volume. Je ne l'ai pas inventée, c'est pas une idée à moi, c'est une idée qui est là dans le volume. Lorsque, par exemple, il y a 40 000 personnes dans les rues de Québec qui crient « Non à la conscription, Sacré-Cœur de Jésus, faites que la conscription n'existe pas », vous avez 40 000 personnes qui montent et que vous avez le cardinal en haut qui doit dire « Non, messieurs, vous n'irez pas vous battre en anglais pour des étrangers à l'étranger » et qui leur dit « Mais bien, chers frères, il va falloir se préparer à de bien lourds sacrifices. » Le cardinal est l'émissaire du pouvoir d'Ottawa pour venir dire au bas clergé de Québec « Messieurs, mes chers curés, en chair le dimanche, prêchez la conscription. » Et c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Puis aujourd'hui, c'est la même chose. Vous savez, on a des nouveaux curés
qui étaient à cette époque-là les ennemis des anciens, mais qui sont devenus les nouveaux curés. Et quand je me moque d'eux, j'ai le même phénomène de condamnation. Bon, je parle des gars d'extrême gauche, je parle de nos gens qui ont la vérité, l'avenir du Québec en main, qui organisent toutes sortes d'autres processions. Des chefs syndicalistes qui se prennent pour d'autres. Alors, pour moi, c'est le nouveau clergé, puis ça me fait rire encore, puis je continue. Mais un jour, est-ce que vous allez organiser des processions politiques? Moi, vous savez, j'ai même pas besoin de prendre les microphones, je n'ai qu'à écrire un livre, et je rassemble beaucoup de monde.